Et la matinale se poursuit sur les antennes de Gabon 24. On espère que vous allez bien. Il est 8h29 ou 30, quelque chose comme ça. C'est l'heure de l'invité plateau. Pourquoi? Parce qu'il y a une thématique. Quelle réinsertion sociale et accompagnement pour les jeunes en prison? La question est posée de façon simple. Et nous, on va donc parler d'éducation et de ces activités-là qui rentrent dans le cadre de l'accompagnement de nos jeunes petits frères et parfois petites sœurs en prison, n'est-ce pas, mon cher Cyr? C'est cela. Et pour en parler donc d'accès à l'éducation et bien sûr d'activités de réinsertion, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau le colonel Yolande Itoula. Elle est donc directrice des affaires sociales et de la réinsertion, bien sûr, accompagnée du médecin commandant Guy Blaise Manzeki, qui est donc médecin-chef du centre de santé de la prison centrale de Libreville. Et nous rejoindra donc dans une dizaine de minutes le capitaine Géraud Ibinga, qui donc lui est surveillant général des mineurs. Mais pour commencer, on reçoit donc le colonel Yolande Itoula et bien sûr le médecin commandant Guy Blaise Manzeki. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Bienvenue Merci. chez nous. Merci. Comment allez-vous? Très bien. Ah, ça fait plaisir. Oui. Ça fait plaisir, Modeste Ocom. C'est pas grave, ça fait pas plaisir. Vous avez peur de poser une question des Oui, plus. oui, bien sûr. Il y a non, l'uniforme sur le plateau. Alors, on parle d'éducation et de réinsertion. Qu'est-ce que vous lisez là-bas, Syrocos? C'est quoi la réinsertion? Pourquoi vous avez voulu ma question? C'est moi qui... C'est moi. C'est ma question à moi. Mon colonel, c'est quoi une C'est quoi la réinsertion? réinsertion? On a souvent du mal à définir ce que c'est. Qu'est-ce qu'on entend par réinsertion? D'accord. Bon, la réinsertion, c'est un ensemble de politiques mises en œuvre pour permettre aux détenus de mieux s'adapter quand il sortira de sa détention. On le réinsère. Il est à la détention, certes privé de liberté. Nous avons des activités que nous menons pour que celui-ci, quand il sortira de là, puisse facilement à l'extérieur de la détention. Ah, mais ça, c'est bien parce que nous, généralement, quand on est au quartier et qu'on entend qu'il y a un jeune ou une personne détenue, vous avez une façon d'appeler la prison, vous dites, en milieu carcéral ou privé de liberté. Voilà. On les imagine en train de casser les cailloux, compter les grains de sable pour les punir. Non, il y a des activités pour nos jeunes frères et sœurs. Effectivement, madame. C'est vrai qu'à l'extérieur, les gens ont une autre idée de ce qui se passe là-bas. Mais en réalité, il y a vraiment un très, très bon programme de réinsertion. D'ailleurs, vous savez que depuis plusieurs années, nous avons des élèves qui passent le bac, qui passent le BEPC, qui passent le CEP. Voilà, il n'y a pas que ça. Et nos pourcentages sont très bons d'ailleurs. Nous avons un pourcentage. Nous avons également la réinsertion dans on va dire, d'autres métiers. Donc, il faut... Et comment vous aviez une question? Mon colonel, qu'est-ce qu'on met dans... Vous êtes directrice des affaires sociales et de la réinsertion. Qu'est-ce qu'on met dans affaires sociales? Alors, si nous parlons ici de la... Si nous parlons de la détention, moi, les affaires sociales, c'est surtout dans le personnel de la sécurité pénitentiaire. C'est ça mon pan affaires sociales. Maintenant, pour les détenus... Le personnel, strictement le personnel. Le personnel de la sécurité pénitentiaire. Mais moi, pour les détenus, j'ai le pan réinsertion. Dans chaque prison du Gabon, il y a un service affaires sociales. Maintenant, c'est ce service affaires sociales qui se trouve dans chaque prison qui s'occupe par contre du côté social des détenus. Moi, mon social, c'est pour les agents de la sécurité pénitentiaire. Dans le pan des détenus, de ceux qui sont privés de la liberté, je m'occupe du pan réinsertion. D'accord. Donc, dans la réinsertion, il y a des activités. Quel type d'activité? Vous nous avez parlé de l'école, donc on enseigne. Oui. Comment ça se passe? Qui sont les professeurs? Oui, ils viennent d'où? Parce que nous aussi, on peut juger un peu là, que vous nous dites qu'on a eu de très bons résultats, oui, mais qui enseigne? Est-ce que c'est le personnel de la prison? Est-ce que ce sont des professeurs, des enseignants qui reviennent de l'extérieur, qui forment ces jeunes? Merci, madame. Honnêtement, c'est une petite difficulté pour nous à trouver des enseignants. Nous travaillons avec des détenus qui sont qualifiés
qui veulent bien nous accompagner. Il y a des détenus qui sont qualifiés, qui veulent bien nous accompagner, mais pas tout le temps. C'est surtout les agents de la sécurité pénitentiaire. Nous proposons à ceux qui veulent venir nous rendre service. Il y en a qui veulent bien, ils ont des connaissances en mathématiques, en histoire géo et dans toutes les matières. Donc ce sont les agents de la sécurité pénitentiaire qui nous accompagnent. Cette année, l'année dernière, nous avons eu quelqu'un, je tairai le nom, de l'extérieur qui est venu nous proposer pour des cours d'anglais. Et ça s'est très bien passé. Et c'est bénévole. La personne est venue du début de l'année à la fin de l'année. Vraiment, ça s'est très bien passé. Et cette année, nous avons des propositions des gens qui sont venus de l'extérieur qui veulent bien nous aider. Alors, nous n'avons pas encore terminé parce que nous allons lancer le début des cours d'ici la semaine prochaine. Je voulais poser la question sur comment est-ce qu'on juge de la qualification des détenus qui, eux, seraient des, on va le mettre en griffe, hein, des enseignants. Comment est-ce que vous analysez les profils? Vous savez que tel détenu peut enseigner la géographie, tel détenu peut enseigner l'anglais. Comment ça se passe pour juger de la qualification des détenus? Voilà, ils nous apportent leur qualification, leur diplôme. D'accord. Leurs attestations, diplômes, et on travaille en fonction de ça. D'accord. Ah, d'accord. Donc, si parmi les détenus, il n'y a pas de personnes qualifiées, les jeunes... Bon, on va avoir quand même des doutes. Hein. On va avoir des doutes. Nous préférons travailler avec ceux qui nous prouvent qu'effectivement... ils ont une formation, ils sont qualifiés pour. Ils sont qualifiés. Mon colonel, on va vous garder sur le plateau avec nous, juste le temps pour nous de nous retourner vers le médecin chef du centre de santé de la prison centrale de Libreville. Donc on parle du médecin commandant Guy Blaise Manzeki qui est sur le plateau avec nous. Vous êtes médecin chef. Vous avez un regard sur le côté santé. On a l'impression, nous, vu du dehors, et on parle sous votre contrôle, que ça peut être compliqué. Comment est-ce qu'on gère la prise en charge de tant de détenus? On parle d'approximativement combien de détenus déjà au niveau de la prison centrale de Libreville? On est à combien? On est à combien approximativement de détenus? Approximativement, si je me trompe, nous sommes à 3000, c'est ça? D'accord. Comment est-ce qu'on gère ça? Merci de m'avoir invité et de me soumettre à... Ce n'est pas un interrogatoire. Non, du tout. À cet éclaircissement, effectivement. Non, du tout. La santé en milieu carcéral, déjà c'est bien de poser la question. Parce que plusieurs croient dehors que dès qu'on arrive en milieu carcéral, c'est un mouroir. C'est un mouroir et c'est des appréhensions. Et parfois, certains, dès qu'ils mettent même pied à l'intérieur, c'est déjà un stress qui arrive. Parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend à l'intérieur. Oui. Est-ce qu'ils auront un médecin pour continuer à suivre leur traitement qu'ils avaient dehors? Est-ce qu'ils auront un médecin ou bien un infirmier pour pallier aux soins d'urgence? Mais j'aimerais rassurer que l'établissement, du moins la sécurité pénitentiaire, a mis en place des structures médicales qui sont là pour assurer la continuité des soins en milieu carcéral. Ça veut dire qu'une personne peut arriver malade, il y a une structure, il y a un personnel qualifié qui est là pour déjà assurer la suite de ces soins. Et sur place également, s'il y a des personnes qui par mégarde, tomberaient malades, il y a aussi un service médical qui est là pour assurer justement leur prise en charge. Donc c'est déjà de lever le doute sur la question, est-ce qu'il y en a déjà un service médical pour le suivi, bien est-ce qu'il n'y en a pas? Et au-delà même du milieu carcéral, c'est un environnement médical qui accueille aussi les gens de l'extérieur. Parce qu'il y a un centre de santé au niveau de la prison centrale de Libreville, mais qui ne reçoit pas seulement les détenus, les agents, il reçoit aussi la population environnante. C'est vrai que les gens ont un peu peur de la barrière, mais c'est ouvert. Donc on prend en charge les détenus, et puis il peut arriver qu'un détenu tombe gravement malade. Comment on fait pour les examens? Est-ce que les examens sont réalisés sur place, là-bas, en prison? Est-ce qu'on fait sortir le détenu? Qui achète les médicaments? Et puis souvent, il y a des expériences aussi. On peut avoir quelqu'un qui serait malade. Le médecin, là-bas en prison, va dire oui, c'est le palu, c'est ça, c'est bon, suivez le traitement. Et quand le jeune homme sort,
on se rend compte que c'était plus profond que ça, parfois plus grave. Qu'est-ce qui justifie cet état de choses? Manque de volonté, manque de suivi, manque de matériel, parce que 3000 personnes à gérer, c'est pas rien. Et on sait qu'il y a la maladie physique et psychologique. Oui. Alors, lorsqu'un détenu sort, il a suivi un traitement à l'hôpital, et puis lorsqu'il arrive en milieu familial, il est presque bon. Comment est-ce qu'on justifie ça? Qu'est-ce qui a manqué en prison pour qu'il soit pris en charge convenablement? Alors, il faut déjà préciser que le milieu carcéral, c'est déjà le service public. Donc, service public, c'est la santé publique en général. Et de là, nous avons tous les programmes qui sont dans le service public, qui sont aussi répertoriés au niveau du milieu carcéral. Je ne vois par exemple tous arborer le pins d'Octobre Rose, mais c'est dire qu'en milieu carcéral, le dépistage est fait. Pour toutes les femmes qui viennent, que ce soit les détenus ou bien les agents ou les riveraines qui veulent se faire dépister actuellement pour Octobre Rose. Il y a le programme de la tuberculose qui est pris en charge à 100%, parce que les moyens sont mis en place pour que ce programme soit pris en charge à 100%. Donc, c'est l'État qui s'occupe de tout, que ce soit le cadre du dépistage, le cadre du traitement. Dans le cadre, par exemple, du VIH, c'est pareil. Il y a des équipes qui sont mises en place, les psychologues qui sont là, les médecins, les infirmiers dans le cadre du suivi, et les médicaments aussi sont disponibles. Revenons à la question où la personne tomberait malade, qu'on aurait fait un diagnostic, et en rentrant à la maison, on se rend compte que c'est plus grave que ça. Disons, il faut dire que la médecine, ce n'est pas 1 + 1 égale 2. Je crois que même dans l'environnement hors milieu carcéral, un moment, quand un médecin demande un bilan, c'est déjà une porte d'entrée. Très bien. On demande un bilan. Mais parfois, il faut pousser le bilan plus loin pour effectivement étayer tous les diagnostics dont on a eu à penser. Si le bilan n'est pas poussé jusqu'au bout, on ne pourra pas effectivement déterminer que c'était telle pathologie. En général, le médecin parmi va traiter l'âge. Va traiter l'âge, dès qu'il constate par un cas, il va d'abord traiter l'âge. Et au fur et à mesure que les bilans arrivent, il va affiner son diagnostic. Donc, la prise en charge, elle est là. Elle est là, mais parfois on demande pourquoi c'est le patient qui paye, pourquoi... Voilà, c'est la question que je voulais poser. Rapidement, parce qu'on va bientôt aller en transition. Est-ce que c'est le détenu malade qui paye? Si oui, comment ça se passe? Ou alors, est-ce que tout est... De toute façon, vous nous avez parlé qu'il y a des pathologies qui sont prises en charge. Les examens aussi, certains tests et tout ça. Mais le détenu qui est malade, qui est dans son quartier, il est malade. Est-ce que c'est lui qui, en allant au centre ou à l'infirmerie, c'est selon, paye lui-même à une ordonnance et doit payer ses médicaments? Alors, la prise en charge du milieu carcéral, elle est régie par l'arrêté 18, donc du 14 juillet 2014. Donc, il stipule exactement que la prise en charge donc, du détenu en milieu carcéral est faite par le budget de l'État, en partie, et par le détenu lui-même, à son article 9. Donc, cette prise en charge, elle est bel et bien explique. Donc, il y a l'État qui assure, et il y a le détenu lui-même. Le détenu lui-même, de quelle manière? Parfois, il y en a qui ont des petites activités à l'intérieur. Parce qu'il faut le dire, il y en a qui ont des petites activités qui leur permettent d'avoir un peu de revenus. Il y a l'apport des parents. Il y a l'apport des parents et il y a la prise en charge de l'ACNAMGES. Parce qu'effectivement, les détenus sont immatriculés au niveau du milieu carcéral. Quand ils arrivent et qu'ils n'ont pas l'ACNAMGES, on les immatricule. Et quand ils ont l'ACNAM et que ça nécessite parfois d'évacuer, on évacue. On évacue. Le problème ne serait pas de dire qui doit payer. C'est comme un enfant qui est mis au monde et qui vit avec un des parents. S'il tombe malade chez le parent, il ne va pas dire « c'est pas moi, ton père, appelle ton père pour aller à l'hôpital ». Ou bien c'est ton père qui va payer. L'urgence, c'est d'abord d'assurer la santé et après on se débrouille pour voir qui va payer et qui ne va pas payer. Donc le problème n'est pas de savoir est-ce que c'est le détenu qui doit payer ou bien est-ce que c'est l'État. Une personne tombe malade, on doit d'abord tous se battre pour que le malade soit pris en charge et après maintenant on se bat pour trouver les moyens. Je pense qu'on va marquer une petite transition, mais on voulait garder le médecin docteur sur le plateau, mais on va garder le colonel, donc on va marquer une petite transition et on va retrouver tout juste après le capitaine Géraud Ibinga qui donc lui est responsable surveillance générale des mineurs. À tout de suite.
De retour sur le plateau cette fois-ci pour accompagner le colonel, directrice des affaires sociales et de la réinsertion, donc Madame Yolande Itoula, colonel Yolande Itoula. On a donc le capitaine Géraud Ibinga qui donc lui est responsable, sauf erreur de ma part, surveillance générale des mineurs. Mon capitaine, bonjour. Bonjour. Bonjour mon capitaine, vous allez bien? Bonjour madame. Bienvenue. Moi j'ai une question pour le colonel Yolande. Là on a beaucoup parlé de bac et tout, mais je sais que dans votre milieu, il y a l'enseignement professionnel aussi. Généralement, comment ça se passe, le choix des filières? Est-ce que ce sont les détenus eux-mêmes qui choisissent leur filière? Est-ce que c'est vous qui imposez? Comment se passe l'organisation et tout ça? Merci beaucoup. Donc, ce ne sont pas dans l'enseignement, je parlais de la formation professionnelle, ce ne sont pas les détenus qui choisissent. En fait, nous avons des ONG qui viennent, qui nous proposent un programme de formation. Nous avons travaillé il y a 3 ans avec l'ONG SIFOS, qui est venu nous aider pour la formation de femmes en couture, coiffure, manicure, pédicure. Donc, quand elles sont arrivées, nous sommes allés à l'intérieur de la détention, nous avons demandé volontairement à celles qui veulent venir suivre ce programme. Elles étaient nombreuses, elles se sont prononcées et nous les avons sorties pour suivre cette formation-là. D'ailleurs, cette formation de SIFOS, elle a formé des agents de la sécurité pénitentiaire pour la continuité, elle a formé des détenus, elle a formé également des agents de la sécurité pénitentiaire pour la continuité, pour qu'elle continue à former des détenus. Et c'est vraiment actif, ça se passe très bien. Ces détenus-là, en sortant, vont du côté de l'ONG SIFOS pour un kit. Celles qui ont fait coiffure, elles ont un kit en tout cas du matériel, pour continuer quand elles arrivent à l'extérieur. Nous avons été également accompagnés cette année par l'ONG Goodwill Africa. Ils sont venus pour une formation en entrepreneuriat et une formation également en électricité bâtiment. Quand ils arrivent, ils nous donnent leur programme. On va dans chaque quartier, on voit les chefs de quartier. On demande que ceux qui veulent bien suivre la formation se prononcent. Parce qu'on ne force pas. Ce sont eux-mêmes les détenus qui décident j'aimerais être formé en ci ou en ça. Et après, ceux qui veulent bien viennent et puis ils sont formés. Ils ont été formés en entrepreneuriat et d'ailleurs ils sont très contents. Et ils ont été formés également en électricité bâtiment. Cette année, nous aurons d'autres programmes de formation. Voilà, Est-ce qu'un détenu est autorisé à dire moi je ne veux suivre aucune formation? Déjà, vous êtes venu m'attraper violemment, on m'a jugé violemment de venir ici et puis venir m'asseoir dans une salle. Je ne veux pas, laissez-moi tranquille. Est-ce qu'un détenu peut dire ça? Le détenu, il est libre, madame. Il est libre de ses choix, on ne force personne. La formation n'est pas Non, c'est celui qui veut se faire former, se forme. D'ailleurs, pour la petite histoire, au début, quand je commençais dans mes activités de bac, BEPC, ils étaient sceptiques. J'en avais 5, 6. Et au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que finalement, c'est une bonne chose. L'année dernière, il y en a eu 38 au bac qui se sont présentés, 28 au BEPC, 7 au certificat d'études primaires. Donc, c'est pour vous dire que chaque année, il y en a qui se rendent compte que finalement, c'est une très bonne chose. Au début, ils sont un peu réticents. Et malgré ça, il y en a quand ils se présentent, qu'ils veulent commencer une formation. Au cours de l'année, s'ils ont décidé d'arrêter, ils arrêtent. Très bien, ok. Ils sont libres. Ils arrêtent, disent non, et on précise que c'est totalement gratuit. Oui, c'est gratuit, madame, c'est gratuit. Totalement gratuit. Mon capitaine, vous êtes à la surveillance générale des mineurs. Je suis le surveillant général des mineurs. Surveillant général des mineurs. C'est bien sûr. L'état d'esprit des mineurs à la prison centrale de Libreville, parlons-en. Comment ils sont? Comment est cet état d'esprit? Comment on fait pour gérer des mineurs qui sont rentrés pour tous les forfaits possibles? Comment ils vont? Comment ça se passe à votre niveau? Bien, je vais dire que ce n'est pas du tout facile, c'est vrai. Mais ce qu'il faut comprendre, à leur arrivée, il y a ce qu'on appelle le circuit du détenu. Donc, le circuit du détenu. Le circuit du détenu. D'accord. Lorsqu'il quitte du tribunal pour la prison, il y a le service greffe pour les recevoir. D'accord. Le service greffe ouvre, disons, le dossier du détenu. Ensuite, il passe au service social. Le service social qui a disons, la possibilité
de gérer toutes les questions sociales. Ensuite, l'identification judiciaire pour les données, les empreintes digitales, ainsi de suite, et le centre de santé pour tout ce qui est sanitaire. Après ces étapes-là, ils arrivent à la détention. À la détention, nous les affectons selon les différents profils, s'il faut dire. Donc les détenus, les mineurs dans leur quartier, les adultes dans leur quartier et les femmes de leur côté. Maintenant, quant à l'état d'esprit des mineurs, c'est vrai, lorsqu'ils arrivent, il y en a souvent qui sont très agités parce que c'est un milieu parfois qu'ils découvrent pour la première fois. Vous vous imaginez, vous arrivez pour la première fois dans une détention, vous ne savez pas exactement comment ça se passe. Donc on prend le temps de les rassurer, discuter avec eux, de les faire comprendre à ces derniers qu'ici, ce n'est pas un endroit, c'est un endroit où vous venez, vous exécutez vos peines et ensuite, vous devez être réinséré dans la société. Voilà. Donc, principalement, ce sont celles-là nos activités. J'ai bien aimé la question de mon collègue parce qu'effectivement, lorsqu'on est mineur, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas bien, qu'on ne cerne pas bien ou parfois que l'on comprend trop bien. Lorsqu'ils arrivent là-bas en prison, ces mineurs, qui parfois ont commis des délits mineurs, est-ce qu'ils sont mélangés avec les dragons? Parce que ces enfants-là arrivent. Il est arrivé là-bas parce qu'il a volé un paquet de biscuits. Mais à côté de lui, il y a un autre dragon. Lui, il a commis un acte de cruauté extrême. Est-ce qu'il y a des quartiers? Est-ce qu'on surveille pour que ce mineur n'ait pas de contact avec l'autre là-bas? Parce qu'après, ce sont des jeunes qui peuvent finir par, comment vous appelez souvent ça, idolâtrer ou admirer oui. Voilà, quelqu'un qui aura eu des actes. Effectivement. Comment on fait? Est-ce qu'il y a ces quartiers-là, les quartiers, est-ce que c'est en fonction de l'âge, en fonction du crime? Et est-ce qu'ils sont vraiment tenus à l'écart des détenus qui auraient posé des actes plus graves? Bien évidemment. Lorsque les détenus arrivent, il faut comprendre que pour la surveillance des mineurs, nous recevons des détenus dont l'âge varie entre 13 et moins de 18 ans. Donc vous voyez, il faudra apprendre à dissocier les différents détenus qui arrivent. Il y a ceux, les plus jeunes, on va dire 13-15 ans, qui généralement ne sont pas très violents. C'est vrai, ils viennent là pour des délits mineurs. Il faudra, en fait, on a un bloc, sinon des blocs dans lesquels nous les mettons. Maintenant, il y a ceux-là qui sont plus âgés, donc il ne faudra pas les mélanger, ou ceux plus violents. De 18 ans. Voilà, plus violents. Vous voyez par exemple un enfant de 13 ans à côté d'un enfant de 10 ans, vous voyez de 18 ans par exemple, il y a cette influence-là du fait qu'il soit plus grand que ces derniers, il peut facilement avoir de l'emprise sur ces derniers. Donc ce que nous faisons, c'est mettre les plus jeunes d'un côté et les plus grands d'un autre côté, sinon les plus violents. Voilà. Aussi, il faut comprendre que pour parfois des nécessités de place, parce que pour l'instant, nous avons des places limitées, nous faisons du mieux que nous pouvons pour éviter qu'il y ait une influence sur les plus jeunes. Pour faire comprendre à ces mineurs-là les enjeux de l'éducation et de la réinsertion, quelles sont les activités typiquement? Y a-t-il des activités typiquement pour les mineurs en milieu carcéral? Si oui, lesquelles par exemple? Effectivement, il y a des activités pour les mineurs en milieu carcéral. Nous avons par exemple la pratique du sport pour les détenus. Il y a les activités socio-éducatives comme présentait le colonel ici présent. Ce sont ces activités qui accompagnent le détenu mineur tout au long de sa détention. Pour passer le temps. Et ça aussi effectivement dans le cadre de la réinsertion. Effectivement, il y a des activités au niveau du social. Par exemple, on a une bibliothèque, on a l'initiation à l'informatique pour les détenus. Vous pouvez passer, vous allez voir, c'est en place. Donc, souvent, pendant la semaine, il y a des flux, des sorties des détenus pour ces activités-là. Il y a les jeux de société, toujours au service social. Quels sont les profils, colonel Yolande Itoula, quels sont les profils
des détenus qui sont intéressés par les activités socio-éducatives? Est-ce que généralement ce sont des détenus un peu plus matures qui se disent, bon, j'ai compris le sens de la vie, je n'ai peut-être pas un diplôme, c'est le moment pour moi de me rattraper? Est-ce que ce sont les plus jeunes qui facilement se disent, bon, quand j'étais déjà à l'extérieur, à la maison, j'apprenais déjà à faire quelque chose? Donc c'est ces jeunes-là qu'on peut facilement orienter vers ce type d'activité. Quels sont les profils qui sont le plus intéressés par les activités que vous proposez? Je veux dire, c'est toutes les tranches. Au début, c'était un peu plus les mineurs qui s'intéressaient surtout à l'éducation, mais maintenant, c'est carrément tout le monde. Il y a des anciens détenus qui finalement se rendent compte que quand ils voient les autres, par exemple, gagner les examens et tout, ils se disent, bon, ça fait plusieurs années, je suis là, si je repartais à l'école, ça me permettrait de ressortir sûrement avec un diplôme. Voilà. Et dans le cadre de l'enseignement professionnel, c'est tout le monde, hein, madame. C'est tout le monde. Ceux qui veulent se faire former viennent se faire former. Tous les examens nationaux sont donc faits, j'ai envie de le dire comme ça, de façon simple. On passe le BEPC, on passe le baccalauréat. Le baccalauréat. On sait qu'il y a eu une vingtaine là qui se sont présentés cette année 2025. Une vingtaine de détenus qui sont présentés au baccalauréat. Comment a été l'exercice, la formation? Comment ça s'est passé? D'accord. Vous me parlez de cette année académique. Oui, de cette année académique. Là, j'ai fait les tests. C'est des tests. Hein. D'accord. Ils se présentent tous. J'avais 170 qui se sont présentés pour le BEPC et le bac. On les scinde. On passe des tests. Et ceux qui sont admis au test sont retenus. Ah, on passe des tests en amont? Ah oui, il faut passer des tests. Ah oui, il faut juger le niveau. On juge le niveau par des tests. On prend des tests et ceux qui sont admis au test sont retenus. Et là, cette année, nous avons pris 15 au BEPC, 15 au baccalauréat et 10 au certificat d'études primaires. Voilà. Et excusez-moi, je vais dire que ceux qui, par exemple, depuis 2 ans, ont gagné leur certificat d'études primaires, l'année dernière, j'ai ouvert une classe de 6e pour les accompagner parce qu'après, ils sont perdus, ils ont eu l'entrée en 6e, mais qu'est-ce qu'ils font? Donc on a ouvert une classe de 6e, toujours avec les enseignants des agents de la sécurité pénitentiaire qui nous aident. Et l'année prochaine, on ouvrira sûrement une classe de 5e, au fur et à mesure. Ceux de 3e, quand ils ont leur BEPC, on essaye de les mettre dans la formation professionnelle. Et il y a, à l'intérieur de la détention également, il y a, surtout pour les mineurs, ils font des cours, on va dire, comment on appelle, comme des classes intermédiaires en fait. Ils les occupent à l'intérieur. Ils les occupent pour des classes intermédiaires pour qu'ils n'abandonnent pas. On a parlé, bien sûr, on a déjà terminé. Hein. Sonia, Nathan, permettez-nous quelques secondes. On a déjà terminé notre entretien, mais on n'oublie pas aussi je ne sais pas si c'est un quartier, alors vous me direz, pour les mineurs filles aussi, parce qu'on n'en a pas parlé sur le plateau. On espère qu'on aura... Parce que la femme, c'est quand même assez spécial, c'est sensible, il faut en parler. On n'a pas eu l'occasion d'en parler aujourd'hui, mais on espère vous recevoir la surveillante. La surveillance des mineurs, le surveillant général des mineurs. Non, pas vous, non. mais pour les mineurs filles. Vous êtes la responsable, chef de exactement. service. On espère qu'on aura l'occasion de la recevoir. Parce qu'il faut préciser qu'ils ne sont vraiment pas... de façon simple, hein, comme m'a dit Cyr, lorsqu'on a un parent qui a la prison centrale de Libreville, est-ce qu'on peut se dire qu'il est en sécurité? Vous voulez dire un parent qui est à la détention? Si vous dites à la prison, non, moi, à la détention. À la prison. Est-ce qu'on peut se dire qu'il est en sécurité? Oui, vous pouvez vous dire qu'il est en sécurité. D'ailleurs, vous avez le droit de venir rendre visite. Vous avez le droit d'acheter un ticket, de venir, je pense que c'est les jeudis. Et... Pour l'instant, les visites se font essentiellement le dimanche. Le dimanche. Donc les autres jours ont été d'abord suspendus. Je pense que d'ici peu, avec les autorités, ils verront comment reprendre les visites les jours qui avaient été... Merci beaucoup. On rappelle qu'on recevait donc le colonel Yolande Itoula, qui est directrice des affaires sociales et de la réinsertion, le médecin commandant Guy Blaise Manzeki, médecin chef du centre de santé de la prison centrale de Libreville, et bien sûr le capitaine Géraud Ibinga, surveillant général des mineurs, avec qui on traitait de la question de la réinsertion sociale et accompagnement. Non, l'accès à l'éducation
et aux activités de réinsertion du côté de la prison centrale de Libreville. On va vous raccompagner avec cette transition, on a déjà pris un petit peu de temps.